Bonjour à tous, merci d'être venus à l'IREMO pour parler du coup d'État de 1921 en Perse. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir le professeur Yann Richard ainsi que pour mes étudiants de l'INALCO d'histoire, professeur émérite, pardon. Et parce que vraiment sa contribution à l'étude de l'histoire contemporaine de l'Iran en France a été majeure. Et les deux ouvrages de sources que vient d'éditer le professeur Yann Richard, il s'agit de l'ouvrage de Cecil Edmonds, East and West of Zagros, Travel, War and Politics in Persia and Iraq, 1913-1921, qui a été publié par Brill en 2010 et que je n'ai pas malheureusement. Et l'autre ouvrage qui est Regard français sur le coup d'État de 1921 en Perse, journaux personnels de Georges Ducrot et Hélène Oppenau. Donc je pense qu'il sera très intéressant pour nous de discuter de cette période qui a été cruciale dans l'histoire contemporaine de l'Iran, notamment en raison parce qu'elle suit le mouvement constitutionnaliste, qui a été un moment où les journaux entretenaient une grande curiosité pour la politique et les idées de réforme, et notamment de nombreux chercheurs iraniens qui font remonter à cette époque l'émergence des idées démocratiques dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Et donc, je passe la parole tout de suite au professeur émérite, Yann Richard. Yann Richard. Yann Richard. Il n'y a pas d'autre micro, non, Oui. Chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous et d'évoquer certains des travaux que j'ai faits quand j'étais professeur à la Sorbonne Nouvelle. Et je dois tout de suite préciser que je ne suis pas historien. Je suis un vulgaire orientaliste, c'est-à-dire que ma seule compétence, c'est de savoir un peu le persan et d'avoir la curiosité pour un pays que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup travaillé. Et il se trouve qu'étant mêlé, malgré moi, à des événements qu'on a appelés une révolution, j'ai cherché à comprendre pourquoi cette révolution a eu lieu. Et en remontant un peu dans le temps, je suis allé, comme vous savez, jusqu'au début du 19e siècle, dans le livre que vous avez peut-être vu, L'Iran de 1800 à nos jours. Et puis, j'ai surtout essayé de comprendre les mouvements religieux au XXe siècle dans leur rapport avec le système politique. Donc, mes études sur le coup d'État viennent en partie d'un étudiant qui a travaillé, qui a fait une thèse très brillante avec moi. Hélas, cette thèse est en allemand. Je dis hélas parce que malheureusement, il y a très peu de gens qui lisent l'allemand aujourd'hui et je le regrette. Cette thèse a été faite à la Sorbonne Nouvelle en allemand, en co-tutelle avec l'université de Bamberg. Et j'attends toujours qu'Oliver Bast, c'est lui que notre ami Denis Folkoff connaît bien, qu'Oliver Bast publie une version anglaise remaniée de sa thèse. Comme il est très perfectionniste, on peut attendre encore longtemps. Mais je vais vous citer juste une petite anecdote. Si vous avez vu la première version de mon livre sur l'histoire de l'Iran au 19e et 20e siècle, vous avez peut-être remarqué une faute très importante que j'ai commise pour un événement auquel j'ai assisté. J'y étais, j'ai pris des notes quotidiennes et j'en ai un souvenir très vivant. Eh bien, j'ai daté cet événement en faisant une erreur, en le datant, c'est le 11 Bahman dans le calendrier iranien, donc le 22 février, et moi je l'ai daté du 12 février. Donc ça a été rectifié dans la deuxième édition, que vous connaissez sans doute, publiée par Flammarion, sous le titre « L'Iran de 1800 à nos jours ». Mais malheureusement, il y a une occurrence où c'est resté. Bon, je ne vous dis pas laquelle, vous n'avez qu'à regarder le livre si vous êtes curieux. Et ceci m'introduit à la problématique que je voudrais exposer ici. C'est que le regard d'une personne est toujours subjectif, est toujours malheureusement susceptible de dévier parce que la mémoire humaine est faillible, parce que on a des œillères,
Je vais vous donner le plus beau cas de récit. C'est un récit de fiction, mais finalement, c'est très belle illustration de ce que je vais vous dire. Dans Michel Strogoff, que vous avez sans doute tous lu, le roman de Jules Verne, vous avez deux journalistes qui font route vers l'Asie centrale en train. L'un décrit pour sa rédaction le paysage qu'il est en train de voir. Il dit c'est une plaine morne et à perte de vue, on ne voit aucun horizon. Et l'autre dit il n'y a que des hautes montagnes. Nous sommes et ils sont au même endroit au même moment. Donc ils décrivent une réalité, l'un voit à droite et l'autre à gauche. C'est la seule différence. Eh bien, nous avons toujours des œillères qui nous font voir soit à droite, soit à gauche. Alors, ce dont je voudrais vous parler, c'est du coup d'État de 1921, qui m'a beaucoup intrigué parce que quand j'étais en Iran du temps de la monarchie, on fêtait chaque année le 3 Esfand, Sevom et Esfand. Il y avait une place Sevom et Esfand à Téhéran, 3 Esfand. Et les gens savaient plus ou moins ce que c'était. Et en réalité, on s'en inquiétait pas trop. Il était convenu que le régime Pahlavi était venu suite à une intervention plus ou moins militaire d'un cosaque qui s'appelait Reza Khan. Et il n'était pas permis d'en dire beaucoup plus. Bon, historiquement, j'ai su après qu'il n'y avait pas que Reza Khan dans l'affaire. Il y avait aussi un journaliste anglophile qui s'appelait Seyed Zia. Et Reza Khan et Seyed Zia étaient dans une sorte de conjuration. Et puis, dans le discours des gens qui étaient hostiles à la dynastie Pahlavi, ça commençait depuis les années 1940, dans les écrits de Bahar, par exemple, Malek Oshwara Bahar, Tarikh Azab et Siyasi, l'histoire des partis politiques en Iran. Bahar, en fait, c'était du mauvais journalisme et de la mauvaise historiographie qu'il faisait. Il racontait ses souvenirs et il regardait dans les coupures de presse qu'il avait pu garder et il a reconstitué un petit peu l'histoire de cette période. Mais il dit, oui, c'est les Anglais, on sait très bien qu'il y avait des espions britanniques. Il dit d'ailleurs, il donne des noms de Britanniques qui étaient là en les déformant complètement, ils sont méconnaissables. Bref, ce n'est pas une source historique. Je passe tout de suite à un deuxième coup d'État qui est beaucoup plus connu et dont on commémorait aussi chaque année le 28 Mordad, on commémorait ce coup d'État comme étant une insurrection du peuple iranien pour restaurer la légitimité monarchique et parlementaire contre un Premier ministre qui était un dictateur en herbe, Mossadegh. Donc voilà, le discours officiel dans ce coup d'État, c'était le discours du Shah, que le Shah avait d'ailleurs mis par écrit dans un livre, dans ses mémoires, Ma'mouriyat Bari Vatanam, qu'il a publié dans les années 1960. Et dans ce récit, Mossadegh est véritablement le diable, c'est la corruption, c'est le danger de tout. Et c'est une insurrection miraculeuse née du peuple iranien, quasi spontanée par amour du roi et de la monarchie, qui a sauvé le régime. Évidemment, aucun des discours de l'opposition, pourtant qui pouvait s'exprimer, n'était d'accord avec cette version des faits, et tout le monde disait le coup d'État des Américains, de la CIA. Donc, dans les deux cas, nous avons un événement majeur, parce que c'est vrai que la dynastie Pahlavi n'a pu venir au pouvoir 4 ans après le coup d'État de 1921 que parce qu'il y a eu cette prise de pouvoir. Et dans l'autre cas, en 1953, le Shah était parti en août 1953, le 16 août, le Shah est parti en avion, piloté par lui-même d'ailleurs, à Bagdad, et puis de là, il est allé à Rome, et on a des témoignages disant que le Shah avait quasiment été résigné au fait qu'il devait vivre en exil pendant très longtemps, qu'il ne retrouverait pas son trône. Donc nous avons
vraiment des événements. Le coup d'État de 1953 va inverser un cours de l'histoire qui semblait complètement, définitivement réglé. Dans les deux cas, d'ailleurs, nous avons un danger. Alors, d'abord, une situation de l'Iran très faible à l'intérieur. Hein, la situation de l'Iran après la Première Guerre mondiale, si un jour vous lisez la thèse d'Oliver Bast, vous vous en rendrez compte. Mais dans tous les écrits qu'on a sur cette période, vous pouvez regarder le livre de Khatouzian ou celui de Cyrus Irani, vous verrez, l'Iran était un pays démantelé, exsangue, où les provinces entières du nord, de l'Azerbaïdjan, etc., faisaient sécession, et personne ne donnait très cher de l'avenir de ce pays s'il restait comme ça. Donc le coup d'État de 1921 était vital pour préserver un minimum d'unité nationale. Et il y avait un danger bolchevique, parce que les bolcheviks qui avaient pris le pouvoir à Moscou s'étaient entendus avec le mouvement Djangal, et on pouvait même se demander si le mouvement nationaliste azéri, qui était dirigé par comment il s'appelle, Khiabani à Tabriz, n'aurait pas la tentation à un moment de verser vers les soviétiques. Bon, dans le livre de Cecil Edmonds que j'ai publié il y a quelques années, on voit très bien que Edmonds va à Tabriz, parle avec Khiabani avant la mort de Khiabani, et il donne un témoignage très clair que Khiabani ne voulait absolument pas d'une alliance avec les bolcheviks, alors qu'au nord, cette alliance existait. Donc le danger soviétique, disons, danger d'une invasion non seulement par les Russes, mais par une idéologie d'insurrection qui aurait évidemment fait peur à la fois aux étrangers, aux Britanniques, aux Français, aux Américains, mais aussi aux Iraniens à l'époque. Et puis en 1953, bon, Staline venait de mourir, mais on était en pleine guerre froide. Hein, on était, souvenez-vous, la guerre de Corée. Et le danger de soviétisation de toute cette région existait encore. Les Soviétiques avaient occupé le nord de l'Iran pendant la guerre, et ils étaient restés au Kurdistan et en Azerbaïdjan jusqu'en 1946, jusqu'en décembre 1946, donc longtemps après la fin de la guerre, malgré la signature, l'engagement qu'ils avaient donné auparavant aux Britanniques de se retirer dès la fin des hostilités. Donc le danger de soviétisation était réel parce qu'il y avait un parti Toudé très fort en Iran, et Mossadegh, d'une manière un peu maladroite, avait joué avec les Américains le danger d'une alliance avec les communistes si les Américains ne l'aidaient pas justement à restaurer l'économie iranienne, notamment parce que le pétrole iranien n'était plus exporté depuis 2 ans. Donc les Américains ont beaucoup hésité, mais c'est le danger de cette alliance de Mossadegh avec les communistes, où Mossadegh a été finalement, il a fait une très mauvaise manœuvre, parce qu'il est devenu lui-même l'instrument d'un parti qui était, disons, dans l'esprit des Américains, plus fort que lui. Et donc, vous voyez, nous avons d'une part un discours officiel qui dit que ces événements ne sont dus qu'à la grande personnalité de M. Reza Khan, ou à la spontanéité du peuple monarchiste, légitimiste. Et puis, en réalité, il y a des enjeux tellement forts par ailleurs qu'on sait que les puissances étrangères qui sont stationnées là, de toute façon, ne pouvaient pas être indifférentes à ce qui allait se passer. Et il y a eu des documents. Donc là, dans les deux cas, nous nous trouvons devant, si vous voulez, cette obsession que dans beaucoup de peuples du tiers-monde, d'ailleurs en France on a un peu le même type d'obsession, cette obsession du complot. Chaque fois qu'il y a un changement politique majeur, on dit mais c'est la main de l'étranger. Voilà. Donc en 1921, on avait un général britannique, le général Ironside, dont les troupes étaient stationnées à Razvin. Pourquoi Razvin? Parce que c'était la porte d'entrée vers la plaine Caspienne, et c'est là que Dunsterville s'était établi quand il avait quand il avait traversé la Caspienne un peu auparavant pour aller jusqu'en Azerbaïdjan, une opération qui a été sans lendemain.
Et en tout cas, les troupes britanniques s'étaient stationnées à 100 km de la capitale, de Téhéran, à l'ouest de Téhéran, parce que c'était leur position stratégique. Et donc, le général Ironside, qui était là, a été dénoncé déjà par Bahar et par beaucoup de gens comme étant celui qui était très probablement derrière les conjurés. Il se trouve que dans les années 70, le général Ironside il était mort, mais son fils a publié les notes que le général prenait chaque jour. Et dans ces notes, le général faisait état de ses contacts avec Reza Khan. Ah, vous voyez les nationalistes iraniens qui disent « Regardez, on vous l'avait bien dit ». Il a pris contact avec Reza Khan pour lui dire explicitement des choses qui allaient dans le sens du coup d'État. Donc le contact était très, très clair. Comment est-ce qu'il avait pris contact alors que lui ne parlait pas un mot de persan? Il venait de différents postes en Europe et en Afrique du Sud. Et il était arrivé en octobre à Razvin sans connaître rien du tout de la situation en Iran. Donc il fallait bien qu'il y ait des intermédiaires. Et personne ne disait qui étaient les intermédiaires. Il est très curieux que dans ses mémoires d'Ironside publiées par son fils, il n'est jamais question de Seyed Zia. Il n'est question que de Reza Khan. Alors que tout le monde sait par ailleurs que Seyed Zia avait des contacts très très forts et amicaux avec des diplomates britanniques à Téhéran et qu'il représentait le camp pro-britannique, d'ailleurs très minoritaire dans l'intelligentsia iranienne de l'époque, et il avait toujours plaidé pour l'application de l'accord de 1919. Je ne reviens pas là-dessus. Je pense que vous avez tous lu Yann Richard et vous savez ce que c'est que l'accord de 1919. Donc il était pour cet accord de semi-protectorat que les Britanniques avaient signé avec Vossourod-Dolé. Et très curieusement, Ironside n'en fait aucune mention. Alors, d'abord, la source ici est assez fragile. Ce journal d'Ironside, 2 chercheurs seulement, Richard Ullman et Dennis Wright, y ont eu accès et ont pu en tirer quelques citations. Puisque le fils d'Ironside, qui vit toujours, à ma connaissance, qui est devenu Lord, qui est à la Chambre des Pairs, le fils d'Ironside a refusé depuis de laisser accès à ce manuscrit à d'autres que lui, et donc il en a tiré une rédaction qui n'a aucune valeur historique, qui n'est pas un document, surtout faite par quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la chose iranienne. Et pour vous dire à quel point il ne connaît pas grand-chose à l'Iran, au moment où il y a eu les festivités du 2500e anniversaire de la monarchie en Iran, cette espèce de mascarade cinématographique Cécile B2000 que le Shah a organisée à Persépolis, on a fait appel à tous les gens qui pourraient contribuer pour glorifier la monarchie, et notamment la monarchie Pahlavi en Iran. Et le fils d'Ironside a envoyé la photocopie du journal de son père à la cour impériale en disant « Si ça peut vous aider pour faire une histoire de la dynastie, vous pouvez l'utiliser ». Évidemment, ça a été mis tout de suite dans un tiroir, et parce que personne ne voulait en entendre parler. Et hélas pour eux, ça a été retrouvé après la Révolution par des chercheurs iraniens qui ont fouillé un peu partout quand ils ont pris les palais impériaux. Et mon collègue Mohammad Torkaman en a fait une très très mauvaise traduction. Dans une des 2 traductions de ce faux journal de Ironside qui a été publié en persan. Et malheureusement, ces documents écrits à la main et mal photocopiés ont été très mal lus par le traducteur et c'est absolument méconnaissable. Mais grâce à la Sorbonne Nouvelle, vous aviez un chercheur improvisé en histoire qui en a fait un petit article. J'ai fait un article dans Studia Iranica il y a quelques années et j'ai annexé à cet article tout ce que je pouvais trouver des citations authentiques des notes de Ironside
donc de ces diaries, de ces notes au jour le jour, les carnets que seulement 2 chercheurs avaient pu consulter. Donc il y a une reconstitution très fragmentaire, mais quand même meilleure que rien dans cet article que j'ai fait dans Studia Iranica il y a quelques années. Et je vous y renvoie. C'est quand même mieux que la très mauvaise traduction donnée par Mohammad Torkaman dans son livre. Et je le regrette, j'aime beaucoup Torkaman, mais là, ce livre était très très faible. Pour le coup d'État de 1953, on a le même genre de documents un peu trompeurs. Et là, c'est un rapport de la CIA. Alors, bon, je ne peux pas rentrer dans toute l'histoire du coup d'État de 1953. D'ailleurs, en principe, je dois vous parler que du coup d'État de 1921. Enfin, j'anticipe. Peut-être que ça va déranger votre cours. J'espère que vos étudiants s'y retrouveront. Mais en 1953, donc la CIA venait d'être créée et c'était sa première opération extérieure et il fallait absolument que ça réussisse. Les Américains s'étaient fait tirer l'oreille pour s'allier aux Britanniques et faire un coup d'État contre Mossadegh, puisque très longtemps, les Américains, en fait, ont hésité à savoir ce qu'il fallait faire. Et c'est juste quand Eisenhower est venu à la présidence que, finalement, les Américains ont accepté de marcher à plein et de financer et d'organiser un coup d'État. Coup d'État qui, donc, a échoué. Je vous l'ai dit, le Shah est parti le 16 août et donc le coup d'État a échoué. Et il y a eu un mot d'ordre de la CIA, qui était basée à Nicosie, à Chypre, pour dire à tous les agents américains qui étaient en Iran, partez, le coup d'État est un échec, on abandonne, faites-vous, disparaissez, que personne ne vous voit. Et puis, il n'y avait pas de moyens de transport disponibles, ils sont restés là. Et puis, il y a eu un coup d'État après. Donc, vous voyez le dilemme. Il y a eu beaucoup d'argent dépensé. Il faut absolument que ce soit un succès. On a échoué, mais ça a quand même réussi, en dehors de nous. Donc vous avez un chercheur iranien auquel je tiens à rendre hommage. C'est un ancien diplomate iranien, Dariush Bayandor, qui a fait il y a quelques années un livre très original sur ce coup d'État de 1953, où il analyse de l'intérieur un rapport de la CIA fait par Donald Wilber, qui par ailleurs était un orientaliste, etc. Enfin, vous voyez les doubles casquettes. Donc ne croyez pas que Yann Richard était espion par ailleurs aussi. Hein, mais vous pouvez croire ce que vous voulez, ça m'est égal au point où j'en suis. En tout cas, il y avait un rapport de Donald Wilber qui n'était pas connu parce que c'était un rapport interne. Et il était interdit que ce rapport sorte. Hein, c'était la discipline des espions, etc. Mais il y avait quand même quelques fuites parce que des gens qui avaient vu ce rapport ne pouvaient pas manquer de dire à un ami iranien, bah oui, on a vu, etc. Et même dans l'entourage du Shah, ce que montre un très bon livre de Ali Rahnema, publié très récemment, dans l'entourage du Shah, on était très conscient que cette insurrection spontanée, en fait, elle n'était pas si spontanée que ça. Bon. En tout cas, le rapport de Wilber disait comment les Américains avaient prévu le coup d'État, en alliance avec le général Zahedi, bien sûr, hein, dont les mémoires publiées par son fils récemment passent totalement sous silence tout contact avec les Américains, comme par hasard, etc. Et donc, dans le rapport de la CIA, il y avait tout ça. Et finalement, ce rapport a été publié, mais avec un caviardage de tous les noms propres qui auraient pu être compromis. Et puis finalement, les noms propres ont été révélés. Et quand Obama a pris le pouvoir il y a 8 ans à peu près aux États-Unis, il a fait une grande tournée, comme vous savez, au Moyen-Orient. Et dans un de ses discours, je crois que c'était le discours du Caire, le fameux discours du Caire, il a demandé pardon aux Iraniens de l'intervention américaine en 1953. Donc la boucle est bouclée. On sait que c'est la CIA, il n'y a plus rien à dire. Eh bien, M. Bayandor, en analysant en interne toutes les contradictions qui sont dans ce rapport, a cru pouvoir montrer, et je pense que, pour moi, je suis assez convaincu, il a cru pouvoir montrer que les Américains avaient vraiment échoué et que le coup d'État a réussi parce qu'il y avait
finalement une grande lassitude de l'opinion iranienne. Il y avait la peur des communistes, justement parce que le coup d'État ayant échoué, les communistes se sont mis à manifester dans les rues, à renverser les statues du Shah et à crier « Vive la République !» Et donc, vous voyez, le danger, cette hantise du communisme qui était... Enfin, vous n'étiez pas né du temps de la guerre froide, vous tous qui êtes là, mais pour moi qui était né, je me souviens, bon, cette hantise de l'insurrection communiste, quand ce n'était pas les soviétiques, c'était les maoïstes, etc. Bon, donc, c'était véritablement schizophrène. Et puis... Bayandor montre que donc, les Américains avaient vraiment abandonné, mais au moment où il y a eu ces manifestations communistes dans les rues, quelqu'un est allé voir l'ayatollah Boroujerdi, qui était un ayatollah foncièrement apolitique, qui s'abstenait volontairement de toute intervention dans le champ politique. Il est allé le voir et il lui a dit « Les communistes sont en train de prendre le pouvoir à Téhéran ». Et il y aurait eu une phrase de l'ayatollah Boroujerdi qui est rapportée par Montazeri, l'ayatollah Montazeri dans ses mémoires. Cette phrase, c'est « Mamlekat Shah Mikhohat ». Une phrase très courte, en 3 mots. Le pays a besoin d'un souverain. Voilà. Et donc, c'est un mot d'ordre qui a été répercuté immédiatement à Téhéran et qui aurait soulevé les foules, d'après M. Bayandor. Donc, nous avons ici un retournement complet de la problématique. Au lieu d'une intervention étrangère qui a échoué, qui a eu lieu, qui a probablement préparé le terrain, mais qui a échoué, nous avons une insurrection effectivement nationale, mais qui n'est pas du tout le légitimisme monarchiste que le Shah clamait partout. C'était une insurrection au nom de la peur des musulmans que les communistes viennent prendre le pouvoir à Téhéran. Donc c'est radicalement différent. Et c'est une version qui, évidemment, ne fait pas plaisir aujourd'hui à la République islamique, parce que le fait que l'ayatollah Boroujerdi, qui était une autorité incontestable à l'époque du chiisme iranien, ait pu être à l'origine du retour du Shah en 1953, eh bien, ce n'est pas glorieux. Voilà. Donc, silence radio côté de la République islamique, évidemment. Cette version, et alors là, je suis, excusez-moi d'être dans une pleine redécouverte, parce que cette version a été à nouveau mise en doute par la dernière étude de M. Rahnema, que j'ai ici. J'ai rencontré Rahnema il n'y a pas très longtemps, il m'a parlé de ce livre, Behind the 1953 Coup in Iran. Rahnema me dit, mais pas du tout, ce que dit Bayandor est très marginal, ça n'a aucune incidence. Les Américains avaient bien des réseaux dans l'armée et Zahedi a bien pris le pouvoir. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini la lecture de ce livre, que j'ai commencé dans le train tout à l'heure pour tout vous dire et qui est absolument passionnant. Donc je rends hommage à ce grand chercheur que nous avons en France et qui malheureusement n'enseigne qu'en anglais à l'université américaine de Paris. Mais c'est quelqu'un qui a fait de très beaux travaux. Si vous le connaissez, dites-lui toute la reconnaissance que j'ai pour lui. Son livre sur Shariati, notamment, est une très belle chose. Et il a fait récemment aussi un livre sur Saint-Galadji, reprenant des études que j'avais faites moi-même auparavant, qui étaient beaucoup plus lacunaires. Donc, vous voyez, pour le coup d'État de 1953, finalement, encore un grand point d'interrogation. Voilà un événement majeur de l'histoire de l'Iran moderne sur lequel nous ne savons finalement pas le dernier mot. Et simplement, je vous livre ici l'état de la recherche historique. Et c'est l'occasion pour moi, alors je vais revenir sur 1921, rassurez-vous, parce que vous avez l'air inquiet que je m'écarte trop. C'est l'occasion de vous dire, il n'y a pas de vérité en histoire. La vérité, elle est reconstruite à chaque fois, à chaque génération, en fonction des documents qui sont accessibles, en fonction des interrogations qu'on a, que peut-être nos prédécesseurs n'avaient pas, et en fonction aussi de l'attente d'un certain public. Parce que c'est vrai que s'il n'y a aucune interrogation du public, de la nation, eh bien finalement, il y a des vérités historiques qui passeront toujours inaperçues.
Or, comme il s'agit d'événements majeurs qui ont vraiment fait basculer le destin de l'Iran à chaque fois, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas les laisser dans l'ombre, il faut absolument les décrypter. Alors, donc, je me suis retrouvé pour le coup d'État de 1921 devant des tas de discours qui étaient un petit peu, comment dire, en désaccord, et sinon en impossible réconciliation. Alors, je vais les résumer un petit peu. Vous avez le discours officiel de la monarchie par la vie, hein, que vous trouverez dans les livres d'histoire de l'époque, où le valeureux brigadier Reza Khan, pris d'un sentiment nationaliste très très fort, et je pense que ça c'est authentique. Il avait une visée patriotique et nationaliste. Il a voulu se débarrasser des gouvernements très faibles et anglophiles, ou en tout cas manipulés par les Britanniques, qui étaient à Téhéran. Et il a décidé d'en finir par un coup de force en mobilisant des Cosaques. Lui, c'était un Cosaque. La seule force iranienne qui restait à peu près valide dans le paysage de l'Iran après la Première Guerre mondiale, c'était justement ce corps de Cosaques persans qui avait été formé par des officiers russes et qui avait été dirigé jusqu'en octobre 1920, donc très peu de temps avant le coup d'État, par un officier russe, le colonel Staroselsky. Donc Reza Khan aurait lui-même pris la décision de ce coup d'État. Il aurait, on ne sait pas bien comment, rattrapé au passage un journaliste qui était là, Seyed Zia, qui lui a servi de prête-nom, qu'il a mis à la tête du gouvernement, et au bout de 3 mois, il s'en est débarrassé. En fait, c'est un peu ça la leçon. Et puis, 2 ans après, Reza Khan se retrouve lui-même chef du gouvernement, et finalement, il renverse la monarchie. Donc, vous voyez, une version un peu simplifiée, et où il n'y a ni les Britanniques, ni Seyed Zia. La deuxième version, c'est celle de Ironside à laquelle j'ai fait allusion, qui dit non seulement il fallait à tout prix que nous soutenions des forces iraniennes pour remettre de l'ordre à Téhéran, mais en même temps, il fallait que nous nous retirions d'Iran parce que, souvenez-vous, à l'époque, en 1920, il y avait eu des révoltes des chiites en Irak. Or, pour les Britanniques, le sud de l'Iran et l'Irak avaient une double importance. C'était des régions de pétrole et il fallait à tout prix maintenir le pétrole. Pourquoi ? Parce que la marine britannique, à partir de 1912, avait versé dans la vapeur, du charbon au pétrole pour leurs bateaux. Et donc, le pétrole était stratégiquement, économiquement et stratégiquement vital pour les intérêts de l'Empire britannique. Donc, il fallait à tout prix que l'armée britannique se retire de Razvin et mobilise toutes les forces disponibles. Il y avait une grosse crise économique en Grande-Bretagne également, toutes les forces britanniques soient utilisables en Mésopotamie, en Irak, pour maintenir l'ordre et mettre au pouvoir le roi Faisal, qui, comme vous savez, a été mis au pouvoir par les Britanniques à cette période. Nous avons... J'espère que ce n'est pas pour moi. La version de Ironside est intéressante quand même, malgré tous les manques qu'il y a dedans. Et à un moment, quand Ironside quitte l'Iran peu avant le coup d'État effectif, il entend dire que le coup d'État a été un succès. Nous sommes en 1921, donc en février 21, et il écrit dans ses carnets « Certains vont dire que je suis derrière le coup d'État. Dans un sens, ils ont raison ». Voilà une phrase qu'on retrouve dans la version publiée par son fils. Donc il s'attribue en fait le mérite d'avoir piloté Reza Khan dans une opération qui a été financée par les Britanniques et équipée par les Britanniques et plus ou moins dirigée par les Britanniques. Une troisième version
que nous avons eu assez tard, après la révolution iranienne, la révolution de 79. On a vu dans une revue iranienne qui s'appelait Oyende, publiée par Iraj Afshar, 3 articles d'un écrivain iranien très bizarre et inclassable qui s'appelait Seyed Ali Jamalzadeh, le fils d'un grand constitutionnaliste de 1906, constitutionnaliste qui d'ailleurs était azali, mais qui s'habillait en habit clérical, enfin bref. Et Jamalzadeh, qui avait près de 100 ans quand il a publié ces petits articles dans la revue Oyende, a sorti d'un tiroir des notes qu'il avait prises quand Seyed Zia, qui était en exil à l'époque à Montreux, donc près du lac Léman, venait le voir à Genève et lui disait, voilà, il lui lisait le manuscrit d'un Ketab et Sia, d'un livre noir qu'il écrivait pour dire tout ce que lui, Seyed Zia, avait à dire sur le coup d'État de 1921 et sur tout ce que Reza Khan donc, ne voulait pas qu'on sache. Il disait sa vérité à lui. Donc voilà un récit tout à fait original qui, hélas, n'est pas de première main, puisque Jamalzadeh prenait des notes quand l'autre lui lisait son manuscrit. Où est le manuscrit aujourd'hui? Vous qui êtes jeunes, moi je vous envoie tous à Montreux, faites toutes les banques, tous les coffres-forts suisses. Dieu sait qu'il y en a en Suisse, des coffres-forts. Peut-être qu'on pourrait retrouver encore aujourd'hui ce manuscrit dans un coffre de banque. À mon avis, c'est là qu'il est. Il n'est pas ailleurs. Et voilà, c'est un défi que je vous lance et je serais très heureux si vous retrouviez cet original du livre noir de Seyed Zia. Ceci dit, je pense qu'on peut faire confiance à l'honnêteté de Jamalzadeh et ce qu'il retranscrit du récit, à part quelques noms anglais qui avaient été très mal retranscrits mais qu'on peut très bien reconstituer, ce qu'il retranscrit est très intéressant. Parce qu'on voit une jeunesse complètement différente de l'idée de ce coup d'État. Seyed Zia avait été envoyé au printemps 1920 par Vossour-Oddolé, qui était Premier ministre à l'époque, dans une mission très sensible au Caucase. Alors le Caucase n'était pas encore communiste. Les bolcheviks n'avaient pas encore pris le pouvoir. Il y avait des républiques nationalistes qui s'étaient établies en Arménie, en Géorgie, en Azerbaïdjan. Et il fallait que l'Iran retrouve des relations au moins disons, fructueuse avec ces républiques, de collaboration, d'échanges économiques. Et éventuellement, les Iraniens à l'époque rêvaient encore de retrouver leur domination sur le Caucase. Dans les directives données à la délégation iranienne pour la conférence de Versailles, il y avait notamment le fait de demander, puisque la Russie s'était effondrée, il fallait que maintenant ces possessions prises par la force par les Russes en 1828 soient restaurées aux Iraniens. Bon, c'était un rêve un peu nationaliste, un peu stupide, mais en tout cas, la mission de Seyed Zia, elle était bien concrète. Donc Seyed Zia est allé à Bakou, il est allé à Tiflis, je crois, et pendant 2 mois environ, il a essayé de négocier, il a envoyé des dépêches, tout a été publié aujourd'hui, notamment par Reza Bayat, non, Kaveh Bayat, pardon. Donc on a aujourd'hui tous les documents sur cette mission extraordinaire au Caucase, et c'est au cours de cette mission, en parlant avec des officiers, gendarmes et cosaques iraniens qui étaient avec lui pour le protéger, que Seyed Zia, lors d'une conversation, a dit « Mais donnez-moi 300 hommes bien décidés, armés, et j'établis l'ordre à Téhéran. » Tous étaient conscients que le gouvernement Vossour-Oddolé ne contrôlait rien du tout, qu'il n'avait aucune légitimité, que tout partait à volo, aucune volonté nationale ne s'exprimait, la dynastie Kadjar était à bout de souffle, Ahmad Shah, n'en parlons pas, c'était la décadence totale, donc il fallait faire quelque chose. Donc le défi de ce journaliste très dynamique, qui ne faisait pas partie de la noblesse Kadjar, des cercles de pouvoir et tout, qui était une espèce d'intellectuel raté, en fait. Seyed Zia dit, voilà, mobilisez-moi une petite force et on fait le coup d'État.
Et il se trouve que ces deux officiers gendarmes qui étaient avec Seyed Zia au Caucase avaient aussi des contacts avec les Cosaques à Razvin. Donc, et Seyed Zia, dans ce voyage au Caucase, est passé par Razvin, qui était la route normale pour aller vers le Caucase, bien sûr, pour s'embarquer à Anzali et aller jusqu'à Bakou. Et à Anzali, à Razvin, il a parlé avec qui? Avec les Britanniques, bien sûr. Et parmi les Britanniques, avec mon ami Cecil Edmonds, qui était là, qui était le Britannique le mieux au courant de tout ce qui était dans la société iranienne, parce que c'était un linguiste qui avait été formé à Cambridge par E.G. Brown, et c'était quelqu'un qui avait l'esprit très bien fait, qui parlait très bien arabe, qui parlait turc, qui parlait kurde. Hein. À la fin de sa carrière, il a été professeur de kurde à SOAS, à Londres. Et en Iran, il a fait des études sur tous les dialectes où il était, à Boucher, dans le Lorestan, etc. Et il parlait très bien le persan. Et en plus, il avait une sympathie pour la chose iranienne. On voit dans ses mémoires, son livre de mémoires, on voit à quel point au début il était écœuré par tout ce qu'il voyait en Iran, et puis à la fin il est fasciné par l'Iran. Il est fasciné à la fois par la culture de l'aristocratie iranienne, la culture de la jeune intelligentsia iranienne, et par ce nouveau nationalisme. Il y a des phrases qui sont très très nettes. Et donc celui qui va accompagner, il va demander une mission tout de suite pour accompagner Seyed Zia au Caucase et voir ce que Seyed Zia veut faire au Caucase. Parce que, et c'est là, c'est ce que vous verrez dans la thèse de Oliver Bast, si un jour elle est publiée, en fait, la mission au Caucase échappait totalement aux Britanniques. Hein, c'est la politique de Vossouro-Dolé, contrairement à l'image stéréotypée que vous aurez dans toutes les sources iraniennes. Hein, et là, je rends hommage encore une fois à Oliver Bast. Vous lui direz, hein, Denis. Donc, je rends hommage à Oliver Bast. Il a montré que Vossouro-Dolé avait une politique tout à fait autonome, que ce soit la délégation à Versailles, que ce soit les relations avec le Caucase ou dans d'autres occasions. Donc Edmonds, lui, il va pour essayer de voir ce que Seyed Zia a été envoyé faire au Caucase, et il revient enchanté de sa rencontre avec Seyed Zia. Et il en a un portrait très très flatteur, et en fait, celui qui va être, alors je vous donne tout de suite la clé de tout ce que je veux vous dire maintenant, celui qui va être l'intermédiaire entre les trois personnes pour lesquelles on ne sait pas très bien comment ils se sont connus, ben c'est celui qui en fait c'est le moins vanté d'avoir fait quelque chose dans le coup d'État. C'est celui qui pouvait parler à la fois anglais avec Ironside, persan avec Seyed Zia et Reza Khan, qui était à la fois militaire et en même temps qui avait de très bons contacts dans la société civile. C'était donc Cecil Edmonds, dont j'ai publié les mémoires East and West of Zagros. Et Edmonds dit, quand Reza Khan venait dans mon bureau, il demandait à utiliser ma ligne téléphonique pour parler avec le général Dixon, qui était à Téhéran et qui parlait persan, qui était né en Iran, qui parlait persan. Donc, en fait, cette connivence de Reza Khan avec Edmonds est absolument flagrante quand on lit les mémoires d'Edmonds. Donc, j'aimerais que toutes ces choses un jour soient publiées en persan, et malheureusement, je n'ai plus accès à l'Iran. Je suis interdit de séjour en Iran depuis longtemps, de manière tout à fait absurde. Mais voilà, ce sont des choses, j'aimerais que mes amis iraniens discutent de tous ces nouveaux éléments. Alors donc, Seyed Zia, dans ces 3 articles que Jamalzadeh a rapportés, raconte, lui, sa propre version du coup d'État, où il omet, alors il parle de Reza Khan, bien sûr, il parle de ses officiers avec lesquels il a parlé au Caucase, mais il ne parle pas du tout du général Ironside. Donc, qui est quand même celui qui va débloquer les fonds,
qui va permettre aux Cosaques d'être surarmés, très bien équipés, d'avoir une solde, d'être motivés pour continuer cette opération pas très populaire et pas très nette pour eux. Et donc, Reza Khan va partir de Razvin avec un corps armé de un peu plus de 2000 Cosaques, qui va faire peur à tout le monde à Téhéran. La suite, vous la connaissez, ça a été raconté par beaucoup de sources iraniennes. Vous le trouvez dans le livre, par ailleurs pas mauvais, de Cyrus Rani, mais par exemple, le livre de Cyrus Rani omet totalement de parler de Sayed Zia, comme si la source de ces 3 petits articles publiés dans Allende n'existait pas. Vous voyez, donc, je vais clore maintenant le récit de ces 3 sources en vous disant simplement, il y a 15 ans ou 20 ans, on pouvait croire que l'histoire du coup d'État de 1921 était définitivement close. Ironside avait décidé de tout. Lisez l'introduction que Torkamon a écrite à sa traduction des mémoires d'Ironside. C'est presque caricatural. C'est un complot britannique. Reza Khan n'était qu'une marionnette. Sayed Zia valait guère plus, etc. En réalité, on s'aperçoit qu'il y avait des élites iraniennes, militaires, c'est Reza Khan, ou nationalistes, intellectuels comme Sayed Zia, qui voulaient faire quelque chose et qui ont fait quelque chose. Et moralité pour nous autres historiens, méfions-nous des versions toutes faites de l'histoire. L'histoire se refait sans cesse. Et vous êtes, j'espère que vous serez intéressés par les quelques bribes de discours historiques que je vous ai livrés maintenant. Mais si vous avez des vocations d'historien, sachez que l'histoire de l'Iran moderne est absolument passionnante pour de multiples raisons. Je vais essayer de les résumer ici. D'abord, l'Iran est un grand peuple qui n'a pas été colonisé, donc qui a sa fierté, qui a gardé son autonomie et qui a gardé une grande continuité. Je dirais que même avant et après la Révolution, il y a toujours ce sentiment national iranien qui est extrêmement fort, cette fierté iranienne, et c'est un discours qui donne forcément à l'histoire racontée par les Iraniens une coloration particulière. Méfiez-vous de ce discours. Lisez bien sûr les historiens iraniens, parce que c'est leur histoire, ils connaissent les sources mieux que nous, ils ont accès à beaucoup plus de sources que nous du côté iranien, mais ils ont accès à des sources tronquées. Beaucoup de gens écrivaient au jour le jour des notes sur ce qu'ils vivaient en Iran au moment du coup d'État de 1921. Presque rien n'a été publié de ça. Dans les sources iraniennes, vous ne trouverez jamais des mentions explicites du fait que les Britanniques ont aidé Reza Khan et Sayed Zia à prendre le pouvoir. Et la vérité officielle qui s'est imposée du temps des Pahlavis était une vérité qui était assénée à coups de marteau, et je dirais même de marteau-pilon. Celui qui gardait chez lui des notes, même de cahiers écrits à la main, faisant état d'autre chose, risquait très très lourd. Et je vais vous en donner un exemple. Iraj Afshar a publié les carnets de bon un grand Qadjar, Eino Saltané. Non, pas Eino Saltané, si, Eino Saltané, oui. Qui a des mémoires qui vont depuis la fin de Nasser-ed-Din Shah jusqu'au début de l'époque Pahlavi. Et dans ses mémoires, alors Eino Saltané était un grand noble Qadjar, un latifondiaire qui avait des terres dans la région de Razvin. Lui, il parlait un peu anglais et français, comme tous les grands nobles Qadjars. Et il allait fréquemment à Téhéran voir des gens de sa famille, à la cour notamment, et puis il rentrait dans ses terres.
Donc, il avait forcément, dans son passage à Razvin, des contacts avec les Britanniques. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il les connaît par leur nom. Il parle de Edmonds, il parle de Ironside. Je pense qu'il dînait souvent avec eux. Si ce n'est pas souvent, de temps en temps, il devait dîner avec eux à Razvin. Et en tout cas, il les connaissait. Regardez le volume des mémoires de Ironside. Bon, je le cite dans mon introduction, qui a rapport à cette période. Il dit qu'il a vu les insurgés se diriger armés de Razvin vers Téhéran. Donc, il était au courant de tout ça. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Mais il ne dit plus rien après. Et il y a des contradictions dans son récit, puisque au moment où il dit ça, il parle de Seyed Zia en disant il sait pourquoi il a été destitué 3 mois plus tard. Donc ça veut dire que ces notes ont été réécrites. Donc elles ne sont plus dignes de foi. Ce n'est plus un document primaire de quelqu'un qui écrit son journal au jour le jour, comme les notes de Ducrot que j'ai publiées dans ce livre que vous avez montré. Ce sont des notes réécrites qui n'ont plus aucune valeur historique, où on a effacé ce qui pouvait contredire la version officielle de Reza Pahlavi. Donc vous voyez, c'est une source historique disparaît comme ça, parce qu'il y a une pression telle du pouvoir qu'on ne peut plus la garder chez soi. Et combien de sources comme ça ont disparu? Donc, cherchez en Iran, si vous allez en Iran, dans les familles, des correspondances, des lettres que peut-être les gens auraient gardées, qui feraient état de ça. Si vous allez au Foreign Office, où l'accès aux archives est beaucoup plus facile qu'en Iran, moi j'ai eu accès à des lettres de diplomates des diplomates britanniques, qui disent des choses sur la vie au quotidien du temps du coup d'État, sur leur contact avec Seyed Zia, qui éclairent de manière indirecte toutes les circonstances du coup d'État. Donc vous voyez, il y a toujours des documents cachés quelque part. Et quand j'enseignais au début ici à la Sorbonne Nouvelle, tout près d'ici, je ne savais pas encore que j'allais mettre la main sur 2 documents que j'ai donc publiés dans ce livre, qui sont en français, alors qui ne disent pas tout, bien sûr, mais qui viennent comme des documents absolument irréfutables au quotidien sur ce qui se passait dans les coulisses, dans la société iranienne, à Téhéran, pendant le coup d'État, avant, pendant et après le coup d'État. Donc je pense que ça vaut le coup de regarder ces documents. Vous pouvez passer sur beaucoup de détails qui ne vous intéresseront peut-être pas, parce que j'ai tout publié. Voilà, je ne voulais pas faire un choix qui aurait pu être contesté après. Un chercheur iranien, Atta Oyati, avait déjà vu le journal de Ducrot et on avait publié quelques extraits très mal traduits dans une revue iranienne publiée aux États-Unis. Je le regrette pour lui parce que c'était méconnaissable, disons. On ne voit pas du tout l'intérêt de ce qu'il a publié, surtout quand il n'y a pas le document lui-même, que ça a été mal lu, parce que l'écriture de Ducrot était difficile à déchiffrer et mal traduit, et toujours dans le but de montrer, vous voyez, les Britanniques ont fait ceci, les Britanniques ont fait cela. Donc ça n'a aucun intérêt. Sortez de ce discours tout fait, stéréotypé, qu'on trouve partout dans les sources iraniennes secondaires. Et puis sortez, alors je vais maintenant terminer en vous parlant d'un grand historien iranien qui a disparu il y a quelques années et que nous avons tous lu et utilisé, parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup défriché, qui a travaillé sur des sources primaires et qui a essayé de raisonner sur l'histoire et sur comment les événements sont venus, etc. Il a surtout travaillé sur la période avant et pendant la révolution constitutionnaliste. C'est Feridun Adamiyat. Bon, Feridun Adamiyat, tout grand historien qu'il est, il avait des œillères nationalistes épouvantables, des œillères idéologistes aussi, qui sont absolument inacceptables pour un lecteur, disons, non iranien. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le nationalisme iranien, mais je ne peux pas accepter qu'on distorde la réalité comme ça, et surtout qu'on piétine tout ce que les non-iraniens ont pu découvrir ou publier
sur l'histoire de l'Iran. Donc méfiez-vous des discours nationalistes que vous trouverez chez nos amis iraniens. Ils sont quelquefois très trompeurs. Et je n'ai aucune hésitation à en parler avec mes collègues historiens iraniens qui sont aussi très conscients des limites de leur documentation dans la mesure où eux-mêmes ont relativement ont des difficultés à avoir accès aux sources étrangères à l'Iran. Et pour des événements comme ça, donc je vais vraiment terminer là-dessus. D'abord, je vais vous dire quelque chose de très contradictoire. La seule source vraiment fiable, c'est toujours la source qui vient dans la langue du pays où les événements se sont passés, le plus proche possible des événements. Donc, tout ce qui est en persan, tous les documents persans publiés ont beaucoup plus de valeur que tout ce qui a été fait par ailleurs en anglais, en français, en allemand ou en russe. Par contre, du fait de cette vérité officielle qui a occulté et caviardé et détruit beaucoup de sources, du fait de la grande déficience des archives iraniennes, et si vous allez comme moi et comme Oliver Bast aux archives des affaires étrangères iraniennes chez Miran, vous verrez à quel point il est très difficile d'obtenir des documents iraniens. Je pense que surtout quand on se recommande d'une institution européenne, enfin non iranienne, la méfiance, la suspicion est telle que si un document a de la valeur et qu'un étranger le demande, il ne faut surtout pas lui donner parce qu'il faut que ce soit un Iranien qui voit ce document avant. En gros, la logique, c'est ça. Et donc, Oliver Bass en a pleuré, le pauvre, mais il a quand même pu tirer pas mal de choses de ces archives iraniennes. Donc, privilégier toujours les sources iraniennes primaires plutôt que le Public Record Office ou les National Archives, maintenant, comment ça s'appelle en Angleterre, ou nos archives diplomatiques françaises, ou tout autre dépôt d'archives. Parce que donc c'est vraiment en Iran que se trouvent les premiers témoignages vrais. Par contre, en l'absence d'archives, en l'absence de récits fiables dans les sources iraniennes, si vous trouvez des documents primaires, des correspondances, des documents équivalents à ce que j'ai publié, Opno et Ducrot, eh bien, n'ayez pas de honte de dire que voilà quelque chose qui peut être présenté. Quand Ducrot me dit le 21 février, voilà comment j'ai vécu l'événement, il l'écrit le 21 février au soir, d'une main hâtive, difficile à déchiffrer, et ça, c'est un véritable document primaire. Beaucoup plus fiable que les mémoires de Eino Saltané, qui sont donc trafiqués par lui-même par peur de la répression des Pahlavis. Donc, vous voyez, cherchez les documents partout. Les mémoires d'Hélène Opno sont tout près de nous à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Le récit de Ducrot est parti un peu plus loin de nous maintenant à la Courneuve, aux archives diplomatiques. Mais ce sont des documents absolument uniques et je suis très heureux d'avoir contribué à les publier. Je suis sûr qu'il y a des centaines de documents de première importance qui sont à vos portes. Et je vais vous en citer un que j'ai recommandé à M. Volkov d'aller consulter. Ce sont les mémoires des Cosaques persans, plutôt des Cosaques russes, des officiers russes de la brigade cosaque persane, qui ont été renvoyés en octobre 1920 et qui n'ont pas voulu laisser leurs archives aux Iraniens ni aux Britanniques. Ils ont laissé aux Français. Et les microfilms, est-ce que vous êtes allé les voir, M. Volkov? Pas encore. Eh bien, allez-y avant qu'ils brûlent. Hein, et si quelqu'un sait le russe ici, qu'il y aille. Moi, malheureusement, je n'ai pas appris le russe. C'est la grande erreur de ma vie. Bon, mais il y a beaucoup de langues que je voudrais apprendre. Le syriaque, le russe, l'arabe un peu plus, peut-être demain le chinois. Il faut apprendre toutes les langues du monde pour pouvoir déchiffrer les documents. Merci de votre attention. Merci Yann Richard pour votre présentation. Je vais peut-être vous poser une première question et puis après on demandera aux
aux participants aujourd'hui, et notamment aux étudiants du cours d'histoire de l'INALCO, s'ils ont des questions. Oui, priorité aux étudiants. Je pense que Serge aura une question également. En général, Serge a toujours des questions. Voilà. Mon meilleur étudiant était plus âgé que moi, donc il n'y a aucune honte. Donc, ma question portée, vous avez dit qu'Oliver Bast avait montré qu'il y avait des élites politiques et militaires indépendantes au moment du coup d'État de 1921. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il y a un discours stéréotypé dans les sources iraniennes qui consiste à dire que l'accord de 1919 était un horrible accord et que les Iraniens étaient manipulés par les Britanniques, etc., qu'ils étaient tous corrompus, et le plus corrompu de tous était Bossour Oddolé. Bon. Et vous regardez dans Bamdad, par exemple, Tarikh et Rejal Iran, vous verrez à quel point... alors Bamdad donne beaucoup d'insultes et d'injures et de calomnies contre beaucoup de gens de l'élite de Kadjar, mais alors là, ça dépasse les bornes. Hein. C'est vraiment le summum de la traîtrise, de la vilainie, etc. Et Oliver Bast montre une image absolument inverse d'un nationaliste libéral qui va effectivement faire un compromis avec les Britanniques après avoir cherché à le faire avec les Français, hein, et qui va donc mener une politique autonome du côté iranien. Donc, juste pour élargir cette question d'Oliver Bast, c'est ma question portée sur l'héritage de la révolution constitutionnaliste dans la monarchie par la vie. Est-ce que ce nationaliste libéral... Voilà, est-ce qu'il y a... Parce que les partisans de la monarchie disaient que c'était une monarchie constitutionnelle. Donc que reste-t-il de la Constitution et qu'est-ce que cet héritage pendant ces deux règnes? Il reste une coquille vide, c'est-à-dire que la Constitution n'a pas été abolie ni par le coup d'État, ni par le renversement des Kadjars. Il y a des élections régulières, hein, donc il y a un Parlement qui est complètement aux ordres. Et à part, on peut dire, entre 1941 et 1953, il y a eu un jeu parlementaire beaucoup plus fort, très imparfait, hein, dont Mossadegh a été un peu bénéficiaire, mais la Constitution a été manipulée par Reza Pahlavi. Et ceci m'amène d'ailleurs à une réflexion que Reza Cheikh el-Islami avait faite dans un colloque sur la Constitution, où quelqu'un parlait de la Constitution en disant la Constitution a aboli l'absolutisme monarchique en Iran. Et il a voulu, un peu par esprit de contradiction, disons, pour susciter une discussion, il a dit, écoutez, dans les 50 ans de règne absolu de Nasser ed-Din Shah, de 1848 à 1896, enfin 50 ans en année lunaire, dans ces 50 ans, il y a eu effectivement des victimes de l'absolutisme et de la répression, et notamment parmi les babis qui ont été durement réprimés. Mais globalement, on peut dire que la politique menée par ce souverain, entre guillemets, absolutiste, n'a pas fait énormément de victimes. Alors que les 20 ans de gouvernement de Reza Khan et Reza Pahlavi ont été un désastre, avec des massacres de populations iraniennes par l'armée iranienne, notamment des populations nomades, et des exactions, des emprisonnements sommaires, des assassinats de dirigeants politiques en prison, des choses qui sont absolument innommables. Donc Reza Khan, sans abolir la Constitution, a réussi à avoir une politique beaucoup plus répressive, beaucoup plus sauvage que Nasser ed-Din Shah, qui n'avait pas de constitution et pas de parlement. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est obligatoire. Mais sinon, vous n'aurez pas votre examen. J'ai bien compris. Oui, merci beaucoup. Vous avez fait un parallèle, disons, entre le coup d'État de 1921 et celui de 1953, même si le nom coup d'État pour 53 peut être aussi discutable. Mais enfin, ça, je pense que c'est une autre histoire. En 1953, très clairement, on parle du peuple. Il y a les pro-Mossadegh, il y a les pro-Shah,
il y a des manifestations, il y a des violences, on crie vive le Shah, on crie vive Mossadegh. Par contre, en 1921, on a l'impression que le peuple n'existe pas. On parle des Britanniques, on parle de Sayed Zia, on parle de Reza Khan. Qu'en est-il du peuple? Est-ce qu'il était finalement totalement hors de la question? Monsieur, c'est une excellente question que vous posez et je vais demander que même avant l'examen, vous soyez admis d'office. Parce que vraiment, je suis très heureux. D'abord sur l'appellation coup d'État, et ça c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que de fait, pour les deux événements, nous disons coup d'État. D'ailleurs, on dit aussi coup d'État pour juin 1908, quand Mohammad Ali Shah a bombardé le Parlement et rétabli le pouvoir, disons, entre guillemets, absolu pour quelques mois. Donc on dit que c'était un coup d'État du souverain contre son peuple. Le concept de coup d'État est récusé par certains politologues. Je me souviens, au début de ma carrière à la Sorbonne Nouvelle, j'avais invité à un séminaire Bertrand Badi, qui est maintenant un célèbre professeur de Sciences Po. Bertrand Badi, je lui avais dit, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un coup d'État pour un politologue? Et alors il m'avait regardé, il m'avait dit, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de coup d'État. Il y a des prises de pouvoir par des militaires violentes et tout, mais on ne peut pas définir en sciences politiques un coup d'État. Il y a des régimes démocratiques, il y a des régimes absolus, il y a des guerres, etc. Mais bon, alors je crois qu'il exagérait un tout petit peu. D'ailleurs, on a quand même essayé de définir certaines des conditions qui font qu'on parle de coup d'État pour certains événements. Il se trouve que dans le début du livre de Ali Rahnema que je vous ai montré tout à l'heure, il parle des réactions du Shah dès le début du gouvernement de Mossadegh dans les conversations que Mohammad Reza Pahlavi a avec l'ambassadeur britannique Henderson. Et dans ces conversations, le Shah n'hésite pas à dire « il faudrait que nous fassions un coup d'État ». Et donc, cet homme qui, à mon avis, là, se manifeste comme un traître absolu vis-à-vis de son propre pays, il demande à une puissance étrangère de l'aider à faire un coup d'État contre le Premier ministre qui est légalement mis à la tête du gouvernement par un Parlement élu. Bon, même si toutes ces élections sont susceptibles d'être discutées, enfin bref, il y a une légitimité dans le pouvoir de Mossadegh. Donc on parle de coup d'État. Ça veut dire renverser un cours des choses qui est légitime, qui est routinier, hein, avec des procédures particulières, aval du Parlement, je ne sais pas moi, ministre responsable, etc. Renverser ça par un gouvernement qu'on impose. On l'impose de multiples manières. Ça peut être par la force de la population, comme en 1953. Effectivement, là, il y a eu une insurrection. Il y a eu l'armée aussi, hein, faut pas nier. L'armée était dans les rues, Zahedi, etc. Et c'est parce que les militaires favorables à Mossadegh étaient peu préparés et pas assez nombreux que finalement, on peut hésiter à dire est-ce que c'est l'insurrection ou est-ce que c'est l'armée qui a décidé du coup d'État. Moi, je dirais les deux, mon général, parce que les deux ont été efficients. En 1921, effectivement, il n'y a pas de mouvement populaire. La prise du pouvoir se fait dans la nuit, avec très peu de coups de feu. Il y a peut-être eu un mort. Enfin, il y a un gendarme de la gendarmerie commandé par des Suédois. Mais il n'y a pratiquement pas eu de combat. Il y a eu beaucoup de coups de feu, des coups de canon pour faire peur. Et puis, loi martiale, couvre-feu, etc., qui empêchait évidemment toute manifestation. Globalement, on pourrait dire, et c'est un peu ce qui se dégage dans les récits de Ducrot et de Hoppenaud, que la population de Téhéran était assez satisfaite. D'abord satisfaite que ce ne soient pas des bolcheviks, ce ne sont pas les Britanniques, c'est des Iraniens malgré tout. Et puis il y a un gouvernement qui est nommé
on oblige Ahmad Shah à nommer Seyed Zia chef du gouvernement, mais c'est un gouvernement qui va tout de suite changer beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Donc il s'impose et qui parle lui-même de révolution. Seyed Zia se prenait pour un révolutionnaire. Bon, c'était un type, à mon avis, qui n'avait pas une très grande envergure. Mais quand même, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mouvement populaire. Vous avez raison. Alors que pendant la révolution constitutionnaliste, qui était finalement pas si vieille que ça, 10 ans auparavant, il y avait eu de très grandes manifestations à Téhéran, 10 ou 15 ans auparavant, et là, population amorphe. Vous savez, il faut se méfier. Quelquefois, on dit la population ne bouge pas parce que les gens sont bloqués par la dictature ou par des tas de considérations. Moi, je me souviens, j'étais en Iran avant la Révolution et je lisais l'histoire de la Révolution constitutionnaliste et je me disais, quand est-ce qu'on verra de grands mouvements de foule, des mouvements populaires, une volonté populaire qui s'exprime dans la rue et tout. Et bien finalement, c'est venu. C'est venu pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc je ne souhaite jamais à un pays de changer son régime par la violence. Je me range derrière quelqu'un que j'aimais beaucoup, Narori, qui a écrit un très beau livre d'ailleurs sur son expérience de prison sous la République islamique. Et Narori, c'était l'homme des compromis et des réformes plutôt que des révolutions. Pour lui, tout ce qui pouvait éviter la violence politique, la violence armée, la violence des foules, était préférable, même au prix d'un compromis. Et même au prix d'un compromis avec Mohammad Reza Shah, si ça avait été le cas avant la Révolution. Je répondrai moins longtemps parce que ça fait peur aux gens de poser des questions quand on répond trop longtemps. Donc je répondrai moins longtemps et de toute façon vos questions seront intelligentes, sachez-le. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'il y a Claudia Castiglioni aussi qui est là, qui fait l'histoire de l'Iran, qui enseigne aussi à Paris. Bonjour à tous et merci pour l'intervention. Mais en fait, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit à la fin de votre intervention à propos des documents, surtout des archives. Pour moi, c'était un peu le même problème. Après, on pourra parler après. Une question peut-être à propos de le changement après la décision d'adopter une monarchie par rapport au coup d'État que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire, on a un peu expliqué, malheureusement je suis arrivée un peu plus tard, mais vous avez expliqué un peu la relation entre les Britanniques, les forces britanniques, les forces iraniennes sur place par rapport à ce qui s'est passé dans le 1921. Est-ce qu'on peut parler un peu même de le rôle joué par les Britanniques dans c'est ce qui s'est passé entre les 21 et 25 à propos de la décision prise après à propos de le gouvernement adopté par les Pahlavis après. C'est ça. Le changement de dynastie, vous voulez dire, oui. Et parce qu'on a parlé de la République iranienne à ce moment-là. République un peu plus tard, 1924. Oui. Alors, c'est une question très intéressante, effectivement. Puisque dans les notes du général Ironside, qui sont publiées, encore une fois, de manière historiquement non satisfaisante pour nous, par son fils, dans ces notes, on fait état d'un engagement que Ironside a demandé à Reza Khan, qui ne toucherait pas à la monarchie Kadjar, qui ne toucherait pas à la dynastie. Et d'après Ironside, et là, il n'y a pas de document écrit de ça. Vous voyez, c'est la difficulté pour nous historiens, c'est que nous sommes ici dans des sources rapportées par un des deux, mais nous n'avons pas la version de Reza Khan. Et alors, dans le récit qui est fait de ça par Ironside ou par son fils, je ne sais pas auquel il faut l'attribuer, il dit qu'avant le changement de dynastie, Reza Khan a envoyé quelqu'un à Londres pour être délivré, pour être libéré de cet engagement de ne pas toucher à la dynastie. Donc en fait, Reza Khan
il avait un certain sens de la parole donnée. Il n'y avait pas de signature, mais il y avait une parole donnée. D'ailleurs, quand il rencontre Seyed Zia la première fois, c'est absolument incroyable, mais la veille du coup d'État, hein, ils avaient un contact grâce aux officiers gendarmes notamment qui étaient entre les deux, et grâce à Edmonds, mais la veille du coup d'État, ils se rencontrent pour la première fois à Mehrabad, enfin dans ce qui est devenu l'aéroport de Téhéran pendant longtemps après, et ils jurent sur le Coran. Ils jurent sur le Coran de consolider la dynastie Qadjar, hein, de ne pas changer la dynastie. Donc en fait, Reza Khan se sentait lié par ça et il aurait envoyé une délégation. C'est peut-être pour ça que Reza Khan, sans doute aussi inspiré de l'exemple d'Atatürk, a essayé à un moment de lancer l'idée qu'il pourrait y avoir une république dont lui deviendrait le président. Et si cette idée n'avait pas fait peur aux ulémas qui ont été les premiers à résister et à empêcher cette réalisation, peut-être que l'Iran serait devenu à l'époque une république, mais une république encore plus autoritaire et plus monarchique, entre guillemets, que la république kémaliste en Turquie. Le changement de dynastie lui-même a été fait malgré certaines réticences, notamment de Mossadegh. Bon, c'était Mossadegh qui faisait lui-même partie des Qadjars, mais il y avait d'autres, il y avait quelques personnalités qui ont protesté qu'il n'y avait aucune raison, il fallait laisser ses chances à la dynastie Qadjar. Entre nous, je pense que cette dynastie était tellement à bout de souffle, avec un souverain qui était peureux et qui passait son temps dans les casinos à Deauville ou à Monaco. Je crois que c'était une bonne chose que la décision de changer cette dynastie ait été prise à l'époque. Hélas, le résultat a été assez douloureux pour les Iraniens. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai dû répondre à tout. Ouais. Bon, je crois qu'on va terminer là. Merci beaucoup. Yann Richard alors.